Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 17 juillet 2024, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. En lien direct avec le ciel, telle une soucoupe volante, l'église Saint-Jean, installée sur le boulevard Joseph-Vallier à Grenoble, rencontre depuis plusieurs années des problèmes venus d'en haut. L'au-delà n'y est pour rien, l'au-delà haut si. Le toit de ce chapiteau, en visite à Grenoble en 1966, le général de Gaulle l'aurait pris pour un cirque. Ce toit, donc, rencontre des problèmes d'étanchéité et a besoin d'être consolidé. Mais les travaux coûtent cher, alors le diocèse de Grenoble a lancé une souscription publique à l'automne dernier. Jérémy Pinard. Sur le côté nord du boulevard Joseph-Vallier, un édifice religieux massif. Surélevé de 5 mètres et soutenu de 18 piliers en béton armé, la nef de l'église Saint-Jean dispose d'une capacité de 1300 places. Construit en 1963 et s'illustrant dans un style moderne, l'église est un véritable joyau. La charpente surplombant sa nef circulaire illumine les visiteurs chaque jour. Mais aujourd'hui, sa toiture lui fait défaut. Reconstruit en 1979 pour cause d'infiltration, l'histoire se répète. À cette église, elle prend l'eau, donc le toit, la couverture du toit est ancienne, elle a 50 ans à peu près, et on a dû faire tenir les bardeaux canadiens qui sont là-dessus 15-20 ans de plus qu'ils n'auraient dû tenir, et maintenant on ne peut plus les faire tenir, donc il y a des gouttes, vous verrez, il y a des bassines dans l'église pour récupérer l'eau quand il pleut. Moi, ça me fait mal au cœur, parce que plus elle prend l'eau, plus la charpente va s'abîmer. Et voilà, au bout d'un moment, ça devient irréversible. Donc il y a vraiment une urgence. Une charpente encore saine et sauve qui ne laisse pas le temps de se reposer. Un projet de rénovation est en cours, mais les travaux s'annoncent très coûteux. Depuis la loi du 9 décembre 1905 affirmant la France comme un pays laïque, les églises récentes ne bénéficient plus de subventions de l'État. Les frais sont donc à la charge du diocèse de Grenoble. Il y a la générosité des gens qui est un des leviers, et bien il y a aussi le fait que les églises comme celle-ci s'ouvrent à la culture et accueillent des événements culturels, ce qui permet aussi d'engranger des fonds pour la survie de l'église, de cette église comme pour d'autres. Aujourd'hui, les solutions existent et les paroissiens mettent tout en place pour voir leur église s'étanchéiser. Un artisan aurait proposé une nouvelle couverture en ardoise de zinc pour une longévité de plus de 100 ans. Une rénovation estimée à plus de 1 million d'euros. Oui, beaucoup d'espoir parce que les gens donnent et l'église vit depuis longtemps, et je sais qu'avec tout ce qui est mené comme activité, tout ce qu'il y a comme don, notamment les différents concerts qui sont organisés ici, et tout ce qu'on arrive à avoir comme don pourront permettre de faire vivre cette église. Aidé par le département, l'édifice est labellisé patrimoine religieux du XXe siècle. Grâce à sa cagnotte en ligne, le diocèse espère lever 250 000 € de dons. Et le diocèse organise ce samedi à 20h un concert entièrement au profit de cette restauration. Des musiciens de l'orchestre à cordes de l'Université de Liège interpréteront quelques pépites baroques méconnues. Depuis la Révolution française, les registres ne sont plus conservés par le clergé, mais par les départements, et impossible, selon la loi, de les faire quitter leur territoire. Mais le service interministériel des archives de France et le ministère de la Culture ont quand même fait une exception quand il s'est agi pour les archives départementales de l'Isère, installées à Saint-Martin-d'Air, d'accueillir une partie des documents des Hautes-Alpes. Pendant 3 ans, en raison de travaux, une convention inédite a été signée. Aujourd'hui, le prêt de ces locaux est terminé. Nous sommes ici dans le bâtiment des archives départementales de l'Isère. Nous avons accueilli pendant 3 ans une partie des archives du département des Hautes-Alpes, environ 2 km d'archives, 13 000 cartons, pour leur permettre d'effectuer leurs travaux dans les archives des départements des Hautes-Alpes qui se situent dans la ville de Gap. Donc voilà, nous arrivons au terme de cette période temporaire, donc nous restituons les archives des Hautes-Alpes. Alors il s'agit de fonds d'archives de documents très importants pour les Hautes-Alpes. Dans ces 2 km linéaires, on a plusieurs centaines de mètres linéaires qui concernent l'état civil des Hautes-Alpes, donc naissance, mariage, les décès, des Hauts-Alpins au 19e et au début du 20e siècle.
On a encore des registres ou des documents de nature judiciaire. C'est des documents qui doivent être conservés dans des conditions optimales de conservation pour être encore consultables, encore lisibles des siècles à venir. Et donc pour stopper le processus de dégradation de ces documents-là, on les conserve dans des températures et avec une hygrométrie extrêmement fine, extrêmement précise, autour de 18 et 20 degrés et avec surtout une hygrométrie, donc une présence de l'eau dans l'air régulé. Les archives, c'est la mémoire de notre territoire, c'est la mémoire, c'est le patrimoine auquel tout le monde est attaché. Et quand on gère un département, on a l'obligation de penser à l'avenir, mais surtout de préserver notre passé, notre culture, parce que l'avenir est toujours basé sur ce qui s'est passé avant. Et comme pour le voyage aller, le déménagement de ces archives devra se faire sous camion numéroté et mis sous scellé. Des Hautes-Alpes à l'Isère, un passage express en revanche jeudi pour les coureurs du Tour de France. L'étape prendra le départ de Gap à 13h pour rejoindre Barcelonnette, arrivée prévue vers 17h30, et fera une incursion dans notre département, plus précisément en Matésine, de Pellafol, puis le long du lac du Sauté et la traversée de la commune de Corps. Attention, les conditions de circulation pour les automobilistes sont modifiées. La RD 537 et la RD 1085 seront fermées de 11h15 à 15h30. Les usagers en transit dans ce secteur sont invités à passer par la 480, la 51 et le col de Luce-la-Croix-Haute. Le stationnement sera interdit à la limite de département et dans la montée de Corps après le barrage du Sauté. La fameuse ligne BM18 du synchrotron continue son exploration du corps humain avec un focus cette fois sur le cœur et une étude publiée dans Radiology. Une équipe de chercheurs de l'ESRF de Grenoble et de l'University College London ont imagé en 3D 2 cœurs humains adultes, l'un d'un donneur sain, l'autre d'un donneur malade, de l'organe complet jusqu'au niveau des cellules, avec une précision 200 fois plus fine qu'un scanner normal. L'expérience avait déjà été effectuée sur des cœurs plus petits de fœtus ou de petits animaux, mais jamais sur des cœurs de 14 cm de diamètre. Une technique qui pourrait permettre de mieux comprendre les irrégularités du rythme cardiaque et mieux traiter l'arythmie notamment. Le tribunal correctionnel de Grenoble a rendu ce mercredi son jugement dans l'affaire du pigargue à queue blanche abattu le 24 février dernier dans le ciel de la Salette. L'auteur du coup de feu mortel contre cet aigle d'une espèce protégée a été condamné à 4 mois de prison avec sursis, 2 amendes de 500 €, le retrait de son permis de chasse et l'interdiction de détention d'une arme pendant 3 ans. Il devra aussi verser plus de 60 000 € de dommages et intérêts et frais de justice aux associations de protection de la nature partie civile, dont près de 16 000 € aux aigles du Léman, d'où avait été relâché l'oiseau. Le frère du chasseur, relaxé pour la complicité, écope néanmoins des mêmes amendes et mêmes durées d'interdiction de port d'armes et retrait de permis. C'est cuit pour KFC. L'enseigne de junk food ne va finalement pas s'installer à l'angle Jaurès-Alsace-Lorraine à Grenoble. Depuis l'achat à l'hiver 2021 de ce local, anciennement Café de France, de nombreuses voix s'étaient élevées contre ce projet. Des élus avaient même écrit au président de KFC France pour lui demander d'y renoncer. Une pétition avait aussi recueilli 43 000 signatures, tandis que le tribunal administratif devait traiter des recours contre des refus de permis de construire par la ville. Ce printemps, la société qui portait le projet a été vendue. Le repreneur a souhaité arrêter les frais. Le local est donc de nouveau disponible. Il y a quelques jours, c'est donc l'Iséroise Mélina Robert-Michon qui a été désignée aux côtés de Florent Manodou, porte-drapeau de la délégation française lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris le 26 juillet. La lanceuse de disques disputera là ses 7e JO après avoir débuté l'athlétisme à la Côte-Saint-André il y a plus de 30 ans. À son palmarès, une médaille d'argent à Rio en 2016, un titre de vice-championne du monde, une médaille de bronze aux mondiaux et 40 titres de championne de France. Et nous avons beaucoup de chance puisque Mélina Robert-Michon est avec nous, ou presque. Bonjour Mélina. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir pris un petit peu de temps dans votre emploi du temps très très chargé. Alors avant de commencer, d'abord je vais vous souhaiter avec un petit peu d'avance un très bon anniversaire. Vous aurez 45 ans demain. Exactement. Alors, quand vous avez appris que vous seriez porte-drapeau de l'équipe de France olympique, ça a dû être beaucoup de joie, beaucoup d'émotions, un super cadeau d'anniversaire. Exactement, beaucoup d'émotions, beaucoup de joie.
très honorée forcément de tenir sur. Il y avait vraiment beaucoup de choses qui se mélangeaient dans ma tête à ce moment. Et vous y croyez, parce que vous étiez quand même dans les favoris. Oui, mais après, ça restait une élection et avec tout ce que ça peut comporter, donc je restais très prudente. Et puis c'est vrai qu'on avait la chance d'avoir chez les femmes en plus une belle liste. Vous êtes une belle sélection. Comment vous vous engagez dans ce rôle depuis la semaine dernière? Alors, on a eu une grosse fin de semaine avec beaucoup de tournages pour faire le maximum des choses. Et là, on est un petit peu tranquille jusqu'à la cérémonie d'ouverture. Là, je suis en stage jusqu'au 24 juillet. Et après, je rejoindrai du coup le reste de l'équipe de France olympique le 25 au village pour les rencontrer un petit peu avant la cérémonie. Est-ce que c'est aussi peut-être une façon de mettre un petit peu en lumière votre sport, le lancer de disque qui est assez peu médiatisé? Oui, voilà, c'est l'occasion de mettre ma discipline, mon sport, un petit peu tout en lumière, et puis aussi des parcours qui peuvent être différents. Je pense que c'est important aussi de montrer que voilà, on peut arriver à une médaille olympique par plein de chemins différents. Et là, représenter toute l'équipe, tous ces ces belles sportifs, qu'est-ce que ça vous fait d'être à leur côté et d'être la meneuse de la troupe? Bah, beaucoup de plaisir et puis un petit peu de pression de se dire que voilà, on a envie de les représenter au mieux. J'ai envie de leur montrer qu'ils ont bien fait de me donner leur confiance puisqu'on a été élus vraiment par nos pairs. Donc ça, c'est aussi un beau cadeau. Est-ce que vous avez déjà porté le drapeau? Vous savez si c'est lourd? C'est plus lourd qu'un disque en tout cas. Alors non, on n'a encore pas porté le vrai drapeau qu'on aura pour la cérémonie, mais l'avantage c'est qu'on est deux, donc on pourra se relayer. Et Florent a aussi des bras solides, donc ça devrait aller. Oui, on peut compter sur Florent Manodou là-dessus. Cette cérémonie, elle s'annonce assez incroyable, elle sera inédite. Sur la scène, ça aussi, ça va vous faire vibrer évidemment. Oui, c'est vrai que j'ai eu la chance de faire plusieurs cérémonies d'ouverture, mais jamais sous cette forme-là, donc ça va être encore une découverte et je pense que ça va être vraiment un très très beau spectacle. Alors, est-ce que vous êtes déjà dans le secret des dieux? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur comment ça va se passer? Mais je peux même pas, parce que j'ai même pas encore les infos. Pourtant, on a cherché un petit peu à creuser, à en savoir plus, mais même nous, on n'a pas été mis dans la confidence. Donc, ça sera la semaine prochaine. Vous, au-delà de porte-drapeau, vous avez évidemment aussi un objectif sportif. Oui, forcément, c'est le principal de la saison, c'était ça. Donc là, je suis en stage de préparation au 24, justement pour faire les derniers réglages, pour faire les derniers ajustements et que j'arrive en pleine forme pour mes qualifs le 2 août. Voilà, les qualifs, c'est le 2 août. Si vous arrivez à vous qualifier pour la finale, ce sera le 5 août. Ce sera le même jour que la finale potentielle du perchiste isérois, Thibaut Collet. Ça pourrait être sympa pour les. Exactement. Ouais. Vous connaissez? Ouais. Ah oui, c'est sûr que ça serait chouette. Oui, on se connaît bien, on a souvent l'occasion d'échanger. On a même pu troquer des places, du coup, dans le stade pour nos familles, parce que la perche est d'un côté et le disque de l'autre, donc on a pu s'arranger. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? L'objectif, c'est évidemment de se qualifier pour la finale et au-delà? Le but, c'est la médaille. Après, voilà, je sais que le niveau va être très haut. C'est normal, c'est des Jeux Olympiques. Je sais qu'il faut que je sois au-delà de mon record de France et c'est pour ça que je m'entraîne. Merci beaucoup, vraiment, Mélina. On est évidemment tous à fond, toute l'équipe de Télé Grenoble qui vous a suivi toutes ces dernières années. On est bien évidemment à fond derrière vous. On vous souhaite le meilleur. Merci beaucoup. Merci à vous. Et c'est ainsi que s'achève ce JT. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.